Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, le grand débat. Sanctions internationales, extraterritorialité des normes, question de souveraineté. La compliance est à l'épreuve des tensions géopolitiques et l'entreprise fait face à ces tensions. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 experts de cette question. Tout d'abord, à ma droite, Carmen Briceno, vous êtes directrice juridique et conformité au sein du groupe Raja et également co-responsable de la commission compliance de l'AFJE. Bonjour Carmen. Bonjour. À votre droite, également à nos côtés, Jean-Yves Gouel, vous êtes directeur juridique adjoint chargé de l'éthique et de la conformité au sein du groupe Engie et vous êtes également co-responsable de la commission compliance de l'AFJE. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Et enfin, avec nous pour compléter ce panel, Camille Aéry, vous êtes avocat associé au sein de White & Case et spécialiste des questions de contentieux civil et pénal. Bonjour Camille. Bonjour et merci de m'accueillir. Dans notre grand angle, nous évoquerons les principaux enjeux de compliance liés aux tensions géopolitiques. Puis dans notre débat, nous croiserons les regards pour comprendre comment les entreprises se protègent et réagissent par rapport à ce monde instable. Et enfin, dans notre cas pratique, nous illustrerons concrètement cette question. Voilà pour le sommaire, Lex Inside, le grand débat, c'est parti. On poursuit ce Lex Inside, le grand débat, avec notre grand angle. Et tout d'abord, on va parler du cadre historique avec vous, Carmen. Comment l'anticorruption et l'extraterritorialité des normes ont-elles été utilisées comme armes économiques et politiques? Oui, en effet, surtout l'utilisation du droit comme un outil de puissance économique et politique à travers les années, c'est pas nouveau. Et cela commence avec l'Antiquité, ça s'est systématisé dans l'époque mercantiliste et aujourd'hui, c'est la clé de la politique étrangère dans notre époque. Donc, on pourrait parler des heures sur ces sujets passionnants, mais pour des questions de temps, je vais me limiter à citer que 3 exemples. Donc, dans l'Antiquité, c'est un décret qui s'appelle Mégarien d'Athènes contre son rival Mégare, pour les interdire d'utiliser ses ports et ses marchés. Donc, c'est donné comme exemple de premier embargo en temps de paix. Ensuite, on peut trouver dans l'époque mercantiliste les Navigation Acts britanniques. Et aussi, c'était un instrument pour renforcer sa position de sa puissance maritime. Et après, dans le siècle XXe siècle, on peut trouver aussi également une loi américaine de 1917 qui s'appelle Trading with the Enemy Act, donc faire du commerce avec l'ennemi, qui était édicté pour interdire les marchés avec les ennemis, donc l'Allemagne notamment. Et c'est cité cette loi comme la base des sanctions américaines, sanctions internationales américaines en temps de paix et en temps de guerre. Donc on voit bien cette évolution, mais les sanctions internationales ne sont pas l'apanage des Américains. Tous les États appliquent des sanctions internationales et aussi les organismes internationaux. Donc c'est quelque chose qui est mondial. Et donc ça, on voit embargo, on voit sanctions internationales, mais pour l'anticorruption et l'extraterritorialité, on remonte à des années 90. Et c'est surtout les États-Unis qui ont milité pour l'application extraterritoriale de sa loi qui s'appelait la FCPA, qu'on connaît. Avec des sanctions extrêmement importantes, des sanctions financières extrêmement importantes. Exactement. Donc, au début, cette loi, elle était locale, nationale, mais comme les États-Unis ont milité pour les faire appliquer en dehors des États-Unis. En dehors des États-Unis, exactement. Et ça arrivait, ça donnait pour conclusion la convention OCDE
des corruptions des agents publics étrangers. Donc, c'est à partir de là que ça devient applicable au niveau international, mais surtout, après cette convention OCDE, les Américains commencent à élargir ce champ d'action. Donc, ils ont élargi le périmètre. Exactement, par la redéfinition de le rattachement à la loi américaine. À chaque fois qu'il y avait un lien de connexité avec les États-Unis, et ça donnait l'occasion d'avoir une portée extraterritoriale. Exactement. Et c'est là qu'est apparue l'application extraterritoriale de la loi. Donc, je vous épargne la réflexion des sanctions internationales. Et donc, cet objectif louable de lutter contre la corruption, et après le second mandat de Trump, c'est devenu ouvertement, officiellement et de façon décomplexée, qualifié comme un moyen de sauvegarde des intérêts économiques des sociétés américaines. Donc c'est là où on se trouve aujourd'hui. Alors on voit, Carmen, donc avec cette perspective historique que l'extraterritorialité et la politique anticorruption ne datent pas d'aujourd'hui. Mais que se passe-t-il, Jean-Yves, aujourd'hui? Comment on peut qualifier, analyser la portée extraterritorialité des normes et la politique américaine, notamment en la matière? Alors, excellente question, merci beaucoup. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les normes US en fait, qui ont une portée extraterritoriale. Et Carmen citait les normes de l'Antiquité, par exemple, Athènes et d'autres. Et c'est important de l'avoir en tête parce que nos règles, nos propres règles, d'un point de vue pénal, par exemple, ont des portées extraterritoriales, d'un point de vue sanctions également. Si on prend le UK Bribery Act, qui est en fait européen, il n'émane pas des États-Unis, eh bien il a des éléments, des critères de rattachement extrêmement forts par rapport au territoire du UK. Donc il faut recadrer ça et penser bien que les US ne sont pas les seuls à avoir des portées extraterritoriales. Donc beaucoup de lois ont des portées extraterritoriales. Le problème que nous avons, nous, en sanctions internationales, mais pas que, c'est qu'on est en face d'un conflit d'ordre public, en réalité. C'est un conflit de souveraineté. Donc, qui parfois est difficilement... Quand vous dites conflit de souveraineté, ça veut dire quoi? C'est un conflit de souveraineté de loi. C'est-à-dire que le juge US va se déclarer compétent, par exemple, alors que le juge de l'Union européenne va dire « non, vous n'êtes pas compétent ». Alors, on a beaucoup d'exemples en tête, évidemment. Mais ce qui est important à voir, c'est comment est-ce que nous, on peut, en tant qu'entreprise, réagir à cette extraterritorialité. Alors, en matière de sanctions internationales, eh bien, c'est la réaction par rapport au nexus, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir vis-à-vis du territoire. Et je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, un grand représentant d'une grande entreprise gazière russe, sans la nommer, est désigné SDN, donc Specially Designated Nationals aux États-Unis, personne bloquée, et on ne peut pas lui fournir même un support, et une personne non US ne peut pas lui fournir un support quelconque. Et nous devions quand même le rencontrer parce qu'il représentait son entreprise. L'entreprise, on ne pouvait pas éviter à l'époque, nous avions des contrats long terme avec. Et donc, il fallait trouver une solution pour continuer à rencontrer cette personne malgré sa désignation. Il s'avère que la désignation de SDN porte sur la personne physique elle-même et non pas la société que cette personne représente. Donc, nous avons pu rencontrer cette personne à titre professionnel, cette personne étant représentante de sa société. Mais dans la rencontre avec cette personne, il fallait exclure tout lien avec les États-Unis, tout lien US. Et alors, on a évidemment pensé au dollar, on a évidemment pensé absolument à ne pas passer de coups de fil ou de mail du territoire des États-Unis en lien avec cette personne. Mais ça allait jusqu'à exclure la personne qui était censée faire les traductions dans le cadre des négociations, puisque si cette personne est porteuse d'une carte verte, alors elle est considérée comme une personne US au titre de la loi, et donc elle est en breach, elle est en violation de ses obligations. Donc voilà, cette exclusion du nexus, et pour simplement illustrer ça, va assez loin dans le détail. Et ce qui est intéressant également de noter, c'est que l'exclusion du nexus peut aussi apporter, je dirais, quasiment des effets contre-productifs par rapport au territoire des États-Unis. C'est une tendance que l'on voit, nous, dans le cadre des marchés, une exclusion du dollar US, une exclusion de toute personne US qui pourrait éventuellement être impliquée dans une affaire, même parfois de conseil, qui pourrait être jugée comme étant liée au territoire US.
Donc il y a un effet un peu contre-productif, c'est l'exclusion du dollar. Et puis on a aussi constaté que, par exemple, l'OFAC, qui était, vous savez, l'Office of Foreign Asset Control, qui est le régulateur US, eh bien, les entreprises européennes ont tendance à le solliciter de plus en plus pour se donner une assurance. Mais l'OFAC, lui, ne veut pas forcément, il n'a pas forcément intérêt à se prononcer. Donc, il y a une espèce de piège, je dirais, un peu contre-productif, oui, pour la portée de ces sanctions extraterritoriales. Pour terminer, une réaction, Camille, sur le point de vue de l'avocat, pour terminer cette première partie. Oui, alors la question de l'extraterritorialité et des conflits de souveraineté, ou des conflits de compétences plutôt, est un sujet ancien qui ne s'illustre pas seulement dans la question des sanctions. Mais c'est vrai que, avec le FCPA, puis son application de manière plus assumée à l'étranger, des réactions tout à fait légitimes sur le plan européen et sur le plan français notamment sont nées. Je voudrais juste, pour rebondir sur ce que disaient mes camarades, rappeler que le UK Bribery Act que vous citiez est venu intégrer dans le droit britannique en 2010 et 2011 des infractions qui existaient déjà dans le droit français. Oui. L'extraterritorialité française, elle existe et elle a même été renforcée depuis. Nous avons des lois extrêmement sophistiquées, nous avons des lois qui permettent une extraterritorialité, c'est-à-dire qui permettent de ramener dans l'orbite juridictionnelle français des faits qui sont à l'étranger. Ce qui a pu manquer parfois, ce sont des ressources et des moyens pour mettre en œuvre ces enquêtes. Ça, c'est un sujet qu'il faut aussi avoir à l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes bons et nous avons été assez visionnaires dans la capacité que nous avions en France depuis déjà longtemps à anticiper des situations nées de la globalisation des échanges. En revanche, c'est vrai que la capacité d'attraire dans notre orbite juridictionnelle des faits étrangers, de mener des enquêtes lourdes et complexes, de nous appuyer aussi, c'est très important, sur un tissu de coopération internationale, parce qu'une fois que vous avez décidé de faire votre enquête, il y a des actes d'enquête que vous devez mettre en œuvre à l'étranger. Là, c'était plus compliqué. Et là, ça devient forcément plus compliqué. C'est pour ça qu'on s'est progressivement aussi, on n'atteint pas le résultat final tout de suite, on s'est aussi doté en Europe d'outils qui permettent de mettre en œuvre des enquêtes européennes et des outils de coopération qui permettent de faire avancer ces enquêtes que le droit français nous permet d'initier depuis la France. On conclut cette première partie avec ça, et puis on va poursuivre nos échanges dans quelques instants dans notre débat. Comment les entreprises font face concrètement aux tensions liées aux crises géopolitiques? On en parle tout de suite dans notre débat avec nos invités. Et je vais commencer avec vous, Carmen, pour comprendre vraiment comment, dans les entreprises, on réagit aux tensions géopolitiques et comment, concrètement, ces tensions géopolitiques transforment votre travail au quotidien. Oui, il est vrai qu'il existe une multiplicité de formes dans les tensions géopolitiques et une variété d'impacts qui sont difficiles à déchiffrer, à prioriser, et parce qu'il y a des conséquences protéiformes pour les sociétés. Donc, les équipes compliance ne peuvent plus se limiter à regarder uniquement les évolutions réglementaires. Il faut aller au-delà. Au-delà du droit, il faut regarder la politique, la géopolitique, pour bien intégrer les risques pour l'activité de la société. Pour bien analyser la situation. Absolument, oui, parce que avant, on s'est limité à regarder les risques géographiques, risques pays, mais ce n'est plus le cas parce que les risques peuvent être n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer un plan intégrant ce risque géopolitique dans nos analyses en tant que compliance officer. Alors, comment vous faites concrètement pour intégrer ça dans vos plans? Et, bon, il faut suivre l'actualité, bien évidemment, suivre toutes les évolutions, mais aussi en interne, il faut surtout repérer les vulnérabilités de l'activité de la société, dans tous les maillons de la société. Ça peut être financier, les contrats, ça peut être la recherche et développement. Donc, il faut vraiment cartographier quelles sont les vulnérabilités, là où il peut y avoir des failles, éventuellement. Absolument, et quels peuvent être les impacts potentiels pour l'activité. Donc, et après, il faut hiérarchiser les risques
et faire une priorisation des risques et l'arbitrer au plus haut niveau de la société. Pour moi, c'est ça. Donc, il faut vraiment renforcer les dispositifs par cette veille élargie. Et on voit bien que la fonction compliance devient déjà une fonction stratégique parce que ce n'est pas uniquement à dire les droits, mais aussi de regarder cette risque global, transversal et parler avec toutes les autres fonctions de la société, effectivement. Jean-Yves, vous avez à peu près cette analyse également chez vous, chez Engie? Oui, c'est la même analyse. Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, l'histoire n'est pas morte et il y a un grand retour de la géographie aussi dans l'histoire. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Les illustrations sont nombreuses. L'Iran, la Syrie, etc. Enfin, vous voyez ce à quoi je fais allusion. Quant aux entreprises, je dirais que certaines de ces entreprises vont être quasiment géopolitiques par nature, de par leurs activités. C'est-à-dire, on a des activités, par exemple, en matière de défense, en matière de technologie de pointe, en matière d'énergie, évidemment. Et donc, dans ces cas-là, ces acteurs vont être géopolitiques par nature. Oui, parce que ce sont des activités sensibles. Ce sont des activités sensibles qui marquent aussi une certaine souveraineté qui est importante. Et puis, il y a d'autres activités, d'autres entreprises dont les activités ne sont pas forcément sensibles, mais qui vont être rattrapées un peu par la patrouille du fait de leur présence dans certains pays. Vous pensez à quoi? Par exemple, un grand cimentier, par exemple en Syrie, par exemple, dont le procès va arriver normalement aujourd'hui, enfin à aboutissement. On va avoir une décision, je pense, intéressante du tribunal correctionnel sur ce point. Donc, voilà, je dirais des entreprises qui sont géopolitiques par nature ou par destination. Et puis, pour ces entreprises, qu'elles soient par nature ou par destination, va se poser donc la question de la présence sur place, évidemment. Encore une anecdote, lorsque le JCPOA, vous savez, pour lever les sanctions à l'égard de l'Iran, ça semble très loin tout ça, mais ça existait, est intervenu, eh bien, s'est posé la question de savoir si oui ou non on retournait ou pas en Iran. Il se trouve que nous avions, pris la décision de pouvoir retourner en Iran, puisque c'était tout à fait possible, mais à des conditions particulières, uniquement sur les contrats de service. Pourquoi cela? Parce que nous nous attendions, et là on anticipait, on s'attendait à ce que ces sanctions reviennent un jour ou l'autre, et donc voilà, ça nous a permis de repartir du pays, éventuellement même en exposant notre responsabilité si jamais c'était vraiment nécessaire, ce qui n'a pas été le cas. Mais au pire des cas, on aurait pu le faire et être compliant quand même avec les lois applicables. Donc voilà, c'est aussi un jeu d'anticipation, enfin pour ce que disait exactement Carmen, par rapport au risque qui peut être présent à l'esprit des entreprises. Alors, Jean-Yves évoque les risques. Camille, comment ça se traduit, cette entreprise géopolitique, entre guillemets, par nature, comme a dit Jean-Yves, dans les questions d'enquête et de contentieux que vous voyez quotidiennement, j'ai envie de dire, Camille? Alors d'abord, il y a la question du lieu où l'enquête va avoir lieu, sur quoi elle va porter. Et la plupart des entreprises que nous évoquons ici sont des entreprises qui sont assez importantes, qui ont un déploiement international, donc ils font très attention à leurs investissements. Ils font un mapping régulier, pas seulement parce que la loi Sapin, par exemple, leur impose, parce que c'est normal de protéger ses intérêts vitaux, ses intérêts stratégiques, ses intérêts économiques, et puis toute la chaîne de valeur. Donc, elles ont déjà un positionnement dans ces différents marchés qui leur permet, lorsqu'une enquête a lieu, par exemple, de déployer. Après, vous vous doutez bien que lorsqu'une enquête commence dans un pays ou lorsqu'une enquête est nécessaire, c'est le centre de gravité où l'enquête, où le risque est né, et s'il a été cristallisé, le cas échéant, déjà par une autorité. Si vous avez une activité internationale et qu'une enquête a lieu dans un autre pays, eh bien, il faut s'orienter et s'organiser dans ce pays-là, mais aussi voir dans quelle mesure cette enquête ici peut éventuellement, si je peux me permettre, toucher ou éventuellement contaminer votre espace judiciaire français, puisque là où se trouve le siège de l'entreprise. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous faites nécessairement aussi un mapping du risque civil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez un sujet de nature réglementaire qui va toucher une activité économique, vous vous doutez bien que vos seuls interlocuteurs ne sont pas les régulateurs étatiques. Vous pouvez très bien aussi avoir des concurrents, vous pouvez aussi avoir des actions de groupe. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons tous été formés, c'est tout à fait normal, dans une culture du droit, de la stabilité ou de la lisibilité du droit. Or, aujourd'hui, les interlocuteurs des entreprises, et c'est quelque chose qui va peut-être alimenter d'autres réponses ou d'autres questions que vous allez nous poser, les interlocuteurs des entreprises ne sont pas seulement les régulateurs étatiques. Bien sûr. Ce sont aussi des associations, c'est la société civile, c'est celles et ceux qu'on appelle les parties prenantes, et ces derniers
appliquent quelque chose qui n'est pas forcément un droit écrit, et notamment en matière d'activité internationale, c'est aussi la soft law, ce sont aussi les lignes directrices, ce sont aussi les impulsions qui viennent des associations, de la société civile, d'un certain nombre d'organisations qui ne sont pas des organisations gouvernementales, qui ont également une influence sur l'activité et sur la réputation. C'est un point très important, parce que vous avez d'abord des agences de notation, parce que vous avez une activité, parce que vous avez une image, parce que vous avez une réputation, et que vous souhaitez aussi qu'à travers votre activité économique, votre image soit protégée. Et donc, nécessairement, on fait très attention au droit, mais les entreprises ne sont pas insensibles, il faut le reconnaître, à l'impact que peut avoir sur leur activité des mises en cause, des initiatives qui sont parfois prises aussi par des adversaires, qui instrumentalisent des associations pour venir dans un foyer particulier, dans une activité particulière, dans un espace économique particulier, venir essayer de déstabiliser l'entreprise. Et une partie aujourd'hui de l'attention que les entreprises portent sur des sujets internationaux, sur des sujets liés par exemple aux questions de vigilance, de sustainability, sont aussi, j'allais dire, alimentés et parfois déstabilisés par des initiatives qui viennent de tiers et qui instrumentalisent le cas échéant des associations pour déstabiliser des entreprises. Donc aujourd'hui, la sophistication de ces sujets est devenue telle que les entreprises sont obligées d'être particulièrement attentives, avec aussi la nécessité de recourir, et c'est très important, à de très bons outils d'intelligence économique. On ne peut Quel plus... type d'outils? Il faut avoir avec soi des agences. Il faut aussi, lorsqu'on est une entreprise de souveraineté, et c'est le cas, heureusement, pouvoir s'appuyer sur une aide, un appui des différents ministères, du Quai d'Orsay, du ministère des Finances, pour pouvoir accompagner les entreprises, anticiper éventuellement des risques qu'il peut y avoir sur le plan géopolitique dans d'autres pays où ils ont leurs activités, parce que ce sont des activités qui touchent les entreprises françaises, et c'est important pour l'économie française. Mais par ailleurs, une entreprise doit avoir aujourd'hui un appui sur le plan stratégique avec des sociétés d'intelligence économique qui connaissent le tissu économique local, qui peuvent voir éventuellement, qui peuvent faire une analyse de telle partie prenante qui fait son apparition et qui commence par exemple à vous mettre en cause, de manière à savoir éventuellement qui la finance, quelles sont ses intentions, de manière à comprendre en réalité qui est, le cas échéant, votre contradicteur. Alors Jean-Yves, vous avez évoqué la question des sanctions tout à l'heure. À quel point les entreprises doivent faire face à ces sanctions qui visent un pays comme par exemple la Russie, et l'entreprise peut avoir des relations commerciales avec un certain nombre d'entreprises russes. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, on fait. On fait parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, souveraineté, ordre public, il faut toujours l'avoir en tête, évidemment. Donc, on est dans une relation forcément déséquilibrée entre l'entreprise et la norme, par nature. Donc, on va évidemment s'adapter. Et cette adaptation, elle peut être assez violente pour les entreprises. On l'a vécu dans le cadre de la crise ukrainienne. Alors, pas la première, qui est, vous savez, l'invasion discrète de la Crimée, avec d'ailleurs des réactions qui ont été assez ténues, on peut le dire, de la part de l'Union européenne, au départ en tout cas. Par contre, sur la deuxième, l'invasion russe massive et armée de l'Ukraine, et violente, même si la première l'était déjà, et bien là, c'est très différent. Et là, on est en mode de crise, en réalité, parce qu'on est sur une situation que, en réalité, je pense, peu d'acteurs économiques avaient anticipé. L'anticipation est également extrêmement importante. Donc, on fait, on s'improvise, on adapte et on domine, je dirais un peu comme disent les Marines américains, mais on n'a pas le choix, et il faut le faire, il faut se mettre en ordre de bataille, et l'entreprise est en gestion de crise à ce moment-là. Carmen, il y a un autre point que vous aviez soulevé en préparant cette émission, c'est que parfois l'entreprise est obligée d'arbitrer des choix quand il y a une zone en matière de compliance qui est compliquée, comme par exemple ça peut être des pays africains où on sait que si on commerce avec tel ou tel pays, on risque d'être en non-conformité, et le choix c'est est-ce qu'on y va forcément pour faire du business ou avec un risque de non-conformité, ou est-ce qu'on garantit une conformité totale et on s'interdit justement cette zone géographique? Comment vous arbitrez ces choix? Oui, je pense qu'on l'a déjà évoqué pas mal ici. C'est pas une décision simple. C'est vraiment parfois pour les sociétés un dilemme.
parce qu'il faut effectivement garantir la pérennité de la société, l'activité de la société, mais à la fois, il faut respecter la réglementation. Et non seulement la compliance devient complexe pour qu'il faut regarder tout ce qu'on a vu déjà, on a parlé, risque juridique, risque réputationnel surtout, mais aussi elle devient paradoxale parce que, par exemple, on peut avoir respecté les droits européens, mais en traitant avec une société chinoise, on peut être soumis à une sanction américaine. Et si peut-être on traite avec une société américaine, peut-être aussi vice-versa avec les sociétés chinoises. Donc, c'est une analyse qui doit être fine à chaque fois et dans laquelle participent toutes les fonctions. Donc bien cartographier les risques, comme vous aviez évoqué tout à l'heure, et intégrer toutes les fonctions de l'entreprise pour voir toute la dimension et comment on peut arbitrer justement ces choix. Absolument. Et oui, la compliance, elle est dedans. On ne peut pas, si on passait de la compliance dans les choix de où on va dans les différents pays. Alors, Jean-Yves, il y a une autre question, c'est la question de l'over-compliance. J'ai appris ça en préparant l'émission avec vous. Parfois, on veut être, entre guillemets, sur-compliant, on veut bien faire, et donc, parfois, vous m'avez dit que certaines banques refusent de financer des opérations qui sont licites par crainte et d'une éventuelle sanction malgré l'opération. Expliquez-moi ça. Oui, c'est un phénomène qui est assez connu sur le marché. Alors effectivement, moi j'appelle ça l'over-compliance. Je ne sais pas si... Voilà. C'est un néologisme. C'est un néologisme. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste pour des acteurs économiques d'aller au-delà, évidemment, des lois applicables, du cadre légal applicable, et donc de s'interdire certaines opérations ou d'interdire certaines opérations qui pourtant sont totalement légales. Alors, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Camille tout à l'heure, qui me semblait très intéressant, la coordination dans le cadre d'une crise avec l'ensemble des acteurs. Donc, le marché est extrêmement important et le régulateur est aussi très important. Nous, ce qu'on a constaté aussi, et aussi pour lutter contre cette over-compliance, c'est un rapprochement naturel avec notre régulateur, par exemple avec le Trésor français, et qui a vraiment su être à l'écoute, de mon point de vue, des entreprises, et qui a su vraiment nous accompagner de façon beaucoup plus proactive que ce n'était dans le passé, parce que l'état du droit ne justifiait pas forcément de se rapprocher très très fort de notre régulateur. Donc cette over-compliance, on l'a constaté. Pour vous donner un exemple encore précis, et je ne citerai personne, un grand acteur bancaire français qui a eu d'ailleurs au début des années 2000 une très très grosse sanction aux États-Unis, vous voyez à peu près à qui je fais allusion, eh bien, avait décidé, à partir du moment où la Crimée avait été envahie, de ne plus financer aucune opération de quelque sorte que ce soit à destination d'entreprises russes ou avec des bénéficiaires russes ou à destination de la Russie. Et c'est une décision qui avait été prise au niveau de ce groupe. Alors, c'est une décision qui est prise sur la base d'un certain risque. On peut le comprendre, mais il faut aussi voir la global picture, je dirais, et voir que ça peut avoir des effets dévastateurs pour certains acteurs économiques. Donc, attention à ce phénomène. Camille, vous avez connu des situations d'over-compliance, entre guillemets. Comment l'avocat réagit dans ce cas-là? Alors, moi, je vais utiliser un autre terme. Je vais appeler ça plutôt des situations de très grande prudence de la part de nos clients. Et je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a le droit, et puis il y a la culture de chaque entreprise. Et cette culture, elle est aussi forgée à travers l'expérience, peut-être parfois les traumatismes que cette entreprise a pu connaître. Et donc, forcément, les fonctions de compliance, en fonction de votre exposition mondiale, à travers les différents nexus qui pourraient faire en sorte que tel régulateur, mais pas seulement l'américain, c'est pas les seuls, bien sûr, peut porter sur votre activité, vont avoir peut-être une activité peut-être plus prudente. Donc, cette question-là, moi je respecte les positions qui sont prises. Je peux parfois comprendre que pour des raisons qui sont liées à la réputation, à un risque qui deviendrait tellement important, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le risque d'une opération, vous pouvez avoir non seulement des sanctions, mais des interdictions ensuite et des retraits de licence. C'est-à-dire que les conséquences sont catastrophiques. Elles sont profondes, elles sont durables et elles sont parfois irréversibles. Donc on peut parfaitement comprendre que, en fonction de l'historique d'une entreprise, de son exposition,
une approche beaucoup plus prudente que celle que la loi impose a priori soit prise. Et je rebondis encore à nouveau sur la question aussi de la réputation que vous pouvez avoir après. Il faut aussi, parce qu'on ne peut pas que demander aux entreprises d'avoir toute la réponse, nous pouvons aussi espérer que le législateur fasse preuve de pondération dans sa manière dont il va imposer un certain nombre de normes. Regardez le feuilleton qu'a été la mise en œuvre de la directive CS3D avec des changements de seuil permanents, avec une directive de février 2026 qui est venue à nouveau remonter les seuils parce qu'on s'est rendu compte que les obligations qui étaient imposées aux entreprises étaient si lourdes pour des entreprises de plus petite taille qu'il fallait... On est revenu en arrière et on était... Oui, alors on est revenu à quelque chose de peut-être un peu plus raisonnable par rapport au ratio entre les obligations de communication qui sont les vôtres et les moyens dont vous disposez. Donc la notion de compliance, ça exige aussi une approche, je pense, pondérée, attentive, raisonnée de la part des législateurs. Parce que sinon, en réalité, ça devient exclusivement du process. Et la troisième chose que je voulais vous dire par rapport à votre première question sur le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Dès l'instant où vous avez une organisation humaine, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Tout l'intérêt de la conformité, tout l'intérêt de la compliance, c'est de faire en sorte d'avoir une approche suffisamment précise, granulaire, régulière et assumée au sein de l'entreprise pour que si jamais un fait se produit, ce que je ne souhaite pas, mais il peut se produire, capacité de réagir. On soit en capacité non seulement de réagir, mais aussi de préserver les intérêts de l'entreprise dans le dialogue nécessaire qu'on va avoir, peut-être parfois un peu brutal, qu'on va avoir avec un régulateur en disant, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a été au-delà même de ce qu'on a fait. On a fait un mapping régulier, ça a été une implication complète de l'entreprise. Malheureusement, un fait se produit. Donc l'avantage aussi de la compliance sur des zones qui peuvent être des zones, peut-être qui, au titre du GAFI, peuvent sembler un peu plus compliquée, eh bien l'intérêt de cette compliance, c'est si elle est bien portée, si elle est assumée, si elle est sincère, si les ressources mises en œuvre par l'entreprise sont suffisantes et sont adaptées à ce marché-là, alors ça vous permet d'être dans une meilleure position si malheureusement un fait se produit, tout en permettant que le business de l'entreprise se développe. Jean-Yves, il y a de nombreuses questions autour de cette compliance dans des crises géopolitiques et il y a la question aussi de la sécurité des salariés qui sont dans des zones de conflit, donc dans des groupes comme le vôtre, comme Engie. Comment fait-on dans ce cas-là pour préserver le business mais aussi la sécurité des salariés ? Très bonne question. Effectivement, la sécurité est la première des libertés, hein, et la sécurité physique de nos personnels. Alors, Engie évidemment et les autres entreprises responsables dans le marché évidemment, c'est la première des choses à laquelle on pense évidemment, c'est la sûreté de nos personnels. Dans nos analyses embargo que nous faisons, nous prenons toujours en compte ce caractère de sécurité physique. On peut par exemple autoriser une opération dans certaines zones à la condition expresse que simplement les matériels iront dans cette zone. On peut envoyer un certain nombre de choses. Par contre, on mettra toujours une réserve sur la présence physique de nos personnels sur place. On prendra toujours un intermédiaire qui pourra lui-même, qui ne sera pas exposé à ce risque, qui pourra éventuellement délivrer les marchandises. Donc on prend toujours cette analyse en place et à chaque fois que l'on fait une analyse embargo, sanctions internationales, on se coordonne avec la sûreté du groupe pour être certain qu'on soit bien dans le cadre de notre politique et de la sûreté des personnels. Comment on se coordonne justement juridique et sûreté, ça veut dire quoi concrètement ? On se parle, tout simplement, on se parle, on fait partie de la même direction, enfin pas de la même direction, mais du même secrétariat général, et on échange, tout simplement. C'est très humain, hein, c'est vraiment basé sur l'approche risque systémique, évidemment, avec des outils, mais également sur de l'humain. Alors, il y a la sécurité physique, mais aussi on est dans un monde ultra connecté. Carmen, il y a aussi le risque cyber. Alors, comment fait-on pour gérer aussi ce risque, Carmen ? Oui, effectivement, ce risque cyber n'est pas cantonné à l'IT. Aujourd'hui, c'est un risque aussi géopolitique. Les risques cyber deviennent géopolitiques parce qu'il peut être utilisé comme moyen pour trouver des informations de renseignement stratégiques ou même comment dire, cibler des infrastructures critiques. Donc, il faut faire attention, il faut les réintégrer dans la cartographie des risques qu'on fait.
Et je peux vous citer, par exemple, il y a un rapport de Radware qui parlait, qui dit que 80% des cyberattaques à motivation géopolitique sont concentrées sur 10 pays, dont la France, qui est le cinquième pays. Et aussi que l'IA a multiplié les facteurs de risques cyber. Donc, les risques cyber, comme je viens de vous dire, il faut l'intégrer et il faut surtout c'est conformer à la réglementation qui arrive justement pour prévenir ces risques. NIS2, DORA pour les entités financières. Donc, effectivement, c'est un risque à prendre en compte. Alors, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a évoqué Camille sur la directive sur le devoir de vigilance et ces changements de périmètre. Comment vous avez vécu cela au sein de votre direction juridique ? Et bon, Omnibus, c'est déjà passé, donc il y a une certaine stabilité aujourd'hui, mais il faut prendre en compte que la loi de devoir de vigilance française, elle existe toujours. Donc, c'est un vrai risque existant à prendre en compte pour les sociétés françaises. Et je pense qu'il ne faut pas lever les pieds. Il faut continuer à travailler sur le sujet de la CS3D et la loi de vigilance, même si pour les sociétés qui ne sont pas soumises aujourd'hui, parce que, comme il l'a mentionné, il y a des risques réputationnels, il y a aussi les parties prenantes diverses qui sont très attentives à la façon comment les sociétés font leur activité. Et on voit bien, même au niveau international, même au niveau mondial, que par exemple, les contentieux climatiques, ils font toujours une base des droits humains derrière les contentieux climatiques. C'est les droits environnementaux, les droits des nouvelles générations. Et on peut en parler des différents droits, mais que aussi l'ingénierie juridique trouve toujours des moyens pour faire des contentieux. Donc, il faut se prémunir de ça. Droit de la concurrence, vous l'avez mentionné, droit de la consommation, peut-être pour les contentieux, greenwashing, ça on peut l'évoquer. Donc, la responsabilité civile, tout simplement. Donc, il faut toujours être conscient de ces risques pour la société, donc risques juridiques, risques financiers et risques réputationnels, bien évidemment. Camille, Carmen a évoqué les risques de contentieux. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une judiciarisation croissante du contentieux en matière de compliance et de devoir de vigilance ? Alors, ça commence. Ce sont des actions qui sont des actions complexes, qui sont des actions qui s'appuient souvent sur des faits de nature quasi délictuelle. Donc, vous devez établir quand même des liens de causalité. Vous êtes ensuite confronté à un sujet probatoire. Il faut, pour les personnes qui sont les parties prenantes et qui initient ces procédures, pouvoir rassembler un certain nombre d'éléments de preuve. Donc, ce sont des contentieux complexes. Ils vont se développer probablement. Ce que l'on constate, c'est qu'ils risquent d'abord davantage de se développer probablement dans le cadre d'enquêtes pénales qui peuvent faire rejaillir un certain nombre de sujets dans lesquels des sujets de type sustainability seraient identifiés, avec plutôt des constitutions de partie civile. Mais ça, c'est parce que la spécificité française est que on va avoir davantage, j'allais dire, d'attractivité lorsqu'on est demandeur à aller se loger dans une procédure pénale en qualité de partie civile pour pouvoir obtenir une indemnisation plutôt que de lancer une procédure civile proprio motu. C'est la sociologie du contentieux français qui fait que les demandeurs vont probablement choisir telle option plutôt qu'une autre. Dans d'autres pays, ça va être différent. En revanche, on va probablement, notamment à la faveur de l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril sur les actions de groupe transfrontalières, on risque de voir d'ici quelques années probablement, émerger davantage d'actions transfrontalières, d'actions de groupe transfrontalières, indemnitaires, des actions de follow-on, à la suite par exemple d'une identification d'un sujet ou d'une condamnation qui a été prononcée par une autorité de régulation et qui est devenue définitive, donc une action de follow-on. Eh bien, on risque de voir celle-ci apparaître davantage, issues d'associations qui sont issues elles-mêmes, j'allais dire, de marchés d'environnement judiciaire, où la maturité des associations, où la maturité des actions indemnitaires est plus importante. Donc ces associations-là vont venir porter leurs actions en France au visa de la loi française sur l'action de groupe. Ça, c'est une tendance qui pourrait se développer d'ici 2-3 ans, je pense.
Jean-Yves, comment vous observez les tendances que vient de décrire Camille? On y est très attentif à ces tendances. On a la même vision, avec un développement effectivement de contentieux qui vont prendre des nouvelles formes et qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Donc voilà, c'est exactement ce que vous étiez en train de décrire. Donc on essaie de s'y préparer. Pas toujours évident, mais voilà, on essaie d'anticiper. Maître mot anticiper. Carmen? Si je peux compléter surtout sur la loi de devoir de vigilance, il y a les contentieux qui ont eu lieu par rapport au plan de vigilance. Et on commence à voir aussi une jurisprudence sur les devoirs de vigilance, sur les fonds, sur la méthodologie du plan. Donc, on a l'affaire de la Poste et aussi l'affaire de Yves Rocher. C'est la première condamnation qui a eu responsabilité civile pour ce sujet. Donc, c'est aussi un sujet à suivre. Ça vous aide dans la lisibilité des textes aussi? Oui, absolument, parce qu'un devoir de vigilance, il y a 2 articles, il n'y avait pas grand-chose. Et il n'y avait pas des contentieux qui arrivaient au fond. Et donc, effectivement, ça donne plus de visibilité aux sociétés pour se préparer pour les contentieux qui peuvent arriver. Jean-Yves, dans le contexte qu'on a décrit de cette compliance dans des périodes de crise géopolitique, est-ce qu'on peut dire que le rôle du compliance officer, il prend une place de plus en plus importante au sein de l'entreprise? Oui, enfin, je pense que le rôle du compliance officer est de mieux en mieux compris, ce qui est un très bon point. Moi, je dirais, vous savez, c'est un peu c'est la phrase de Beaumarchais, ce n'est pas d'éloge flatteur sans liberté de critique. C'est un peu le rôle du compliance officer qui doit avoir une liberté de ton et qui doit surtout avoir accès aux plus hautes instances de l'entreprise pour leur délivrer un message qui doit pas être trop crypté, j'entends. Et quand on arrive dans cette organisation, alors vous avez les organisations telles qu'elles sont dans les organigrammes, et puis vous avez les organisations de facto, qui sont aussi importantes dans les entreprises. Il est important de préserver le lien que peut avoir un compliance officer avec sa direction générale. Et comment on fait pour faire ça? L'accès au board, tout simplement, qui se fait naturellement. Et sur des sujets particuliers, nous, on l'a vécu évidemment lors de la crise ukrainienne, par exemple. On voit que il y a des verrous qui peuvent sauter assez facilement dans le cas des organisations, ce qui est totalement normal et légitime. Carmen, vous avez à peu près la même analyse là-dessus, sur le rôle du compliance officer, sur le fait qu'il faut être au board pour porter ces questions, pour sensibiliser la direction? Absolument. C'est non seulement le rôle de compliance officer, mais aussi des directeurs juridiques, parce qu'ils sont un siège sur la table du COMEX, parce qu'il y a stratégique, mais il faut avoir cette posture stratégique pour bien donner des conseils et c'est pertinent pour un président, un directeur général d'écouter ce que doit dire un compliance officer, absolument. Camille, comment vous voyez l'évolution de ce rôle du compliance officer, vous en tant qu'avocat? De toute façon, cette fonction n'a cessé de gagner en visibilité, d'être mieux comprise, vous avez raison. Après, le législateur, dans sa sagesse, laisse aux entreprises le soin d'organiser la question de la conformité. Même dans les très grandes entreprises qui sont soumises, par exemple, à Sapin, il n'est pas écrit qu'il faut qu'il y ait un compliance officer, parce qu'on sait que ces fonctions sont portées de différentes manières. C'est forcément mieux qu'il y ait une personne qui l'incarne. Et puis, par ailleurs, cette personne doit l'incarner, mais vous avez raison de le souligner, c'est toute l'entreprise qui doit être mobilisée autour de ces projets. Une des clés de voûte de la culture de la conformité, que ce soit dans sa présentation, dans son acception française, britannique ou américaine, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication du management, du leadership de l'entreprise. Après, en ce qui concerne la fonction, la position des uns et des autres, elle va aussi dépendre de la culture de l'entreprise, de son exposition, de ses expériences passées, des ressources qu'elle est en mesure de mobiliser sur ces sujets. Et donc, je pense que ce sont des sujets et des fonctions qui vont nécessairement se développer. Et puis après, la question de savoir si la question du compliance, le rôle du compliance officer se limite aux questions d'éthique. Est-ce qu'elle va s'étendre? Elle le fait parfois, en fonction de l'activité de l'entreprise, à des sujets environnementaux, à des sujets de concurrence. Vous pouvez avoir une approche extraordinairement protéiforme du rôle du Chief Compliance Officer. Et le dernier point, parce que c'est une vieille marotte, c'est qu'en revanche, je pense que on n'atteint pas le résultat final tout de suite. La question de la confidentialité des conseils qui sont donnés par les directions juridiques avec cette loi récente,
dont on se félicite, dont je me félicite, même si elle est encore peut-être encore partielle. Et on attend la mise en œuvre. Et on attend la mise en œuvre. Mais c'est vrai qu'on gagnerait aussi à pouvoir permettre d'étendre un certain nombre de fonctions qui sont juridiques par nature. Pour moi, une partie de l'activité d'un Chief Compliance Officer est de fabriquer aussi du droit. Et donc c'est vrai que si on pouvait permettre de protéger les conseils, les impulsions données par un Chief Compliance Officer avec une confidentialité, c'est sûr que ça rendrait la diffusion de la parole dans l'entreprise, la culture de la conformité, la culture du droit dans l'entreprise, parce que ça reste du droit, c'est du droit, eh bien, ça la rendrait plus puissante. Et donc toute la filière juridique gagnerait à ça. C'est pour ça que tous ces sujets posent aussi la question de la parole du juriste, de la parole du Chief Compliance Officer, et donc c'est aussi à nouveau la question de la confidentialité. Et donc quand on fait des comparaisons avec d'autres pays qu'on accuse parfois d'être peut-être un peu trop entreprenants sur ces sujets, ben, il faut aussi se poser la question de savoir la qualité des droits qu'on attribue aux juristes dans ces pays-là. Et leurs fonctions sont souvent très valorisées. Et on aimerait qu'en France, elles le soient davantage aussi. Et on va conclure ce débat là-dessus et on poursuit tout de suite notre émission avec notre cas pratique. On enchaîne avec notre cas pratique. Comment respecter les obligations de compliance tout en assurant la continuité d'une activité quand une crise soudaine arrive? On en parle tout de suite avec mes invités. Je vais commencer avec vous, Jean-Yves. Une crise arrive, un conflit. Comment l'entreprise doit réagir tout de suite alors que son activité est dans la zone où il y a le conflit? Le mot important, c'est tout de suite, effectivement, parce qu'il n'y a pas de délai, donc il faut absolument réagir immédiatement. On essaie d'anticiper, bien évidemment, parce qu'une crise n'arrive jamais subitement. Normalement, il y a quand même des éléments qui nous permettent d'anticiper un certain nombre de choses. Une fois que la crise est là, eh bien, la priorité absolue, je le disais tout à l'heure, c'est la sécurité de nos personnels. Donc évidemment, tout dépend de la nature de la crise, mais d'abord mettre nos personnels en sécurité. On l'a vécu à de nombreuses reprises avec la crise ukrainienne, Dubaï récemment, etc. Mettre nos personnels en sécurité, c'est extrêmement important. Et puis, bien évidemment, il faut réagir à cette crise et donc mettre en place une cellule de gestion de crise. Et cette cellule, elle va être clé parce qu'il faut déterminer les personnes qui sont à même de pouvoir répondre le mieux, le plus vite possible et de façon la plus professionnelle à l'ensemble de ces choses. Donc, en général, c'est quelle personne? Vous allez retrouver la finance, vous allez retrouver le juridique, vous allez retrouver les assurances, vous allez retrouver la communication. Les personnes clés, on va dire. Les personnes clés. La finance est extrêmement important, on n'y pense pas forcément, mais on l'a vécu, on a des accords de financement, tous les grands groupes ont des accords de financement, et donc il faut être extrêmement attentif aux mesures de loi qui vont arriver, est-ce qu'elles peuvent impacter directement les accords de financement en fonction de leur rédaction. Donc il faut être extrêmement attentif à cet élément. Il faut évidemment donc pour ces éléments de loi, les analyser en temps réel et s'assurer que la communication passe bien au sein du groupe. Et là, il faut aussi des relais de communication efficaces qui, généralement, sont mis en œuvre, rodés depuis des années, bien évidemment, au sein de la compliance. Et là aussi, le rapprochement avec le régulateur peut être important parce que les textes sont parfois clairs et parfois ne le sont pas complètement. Et donc, il faut savoir exactement quel est notre degré d'adaptabilité sur un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple à des délais de notification qui ne sont pas forcément extrêmement clairs, etc. Donc tout ça est extrêmement important d'être baqué avec son régulateur. Et puis j'imagine aussi que le ministère des Affaires étrangères aussi, quand il y a des besoins d'informations, c'est important de le contacter pour avoir des informations vraiment de... Exactement, et encore une fois, un exemple très, très concret dans le cas de la crise ukrainienne. Vous savez, on est à 19 paquets de sanctions. Eh bien, évidemment, on essayait de savoir ce qu'il y aurait dans le prochain. Et donc, les discussions avec le régulateur, en tout cas avec des personnes qui sont proches de personnes qui vont elles-mêmes négocier les textes, sont extrêmement importantes pour savoir si oui ou non l'impact sera immédiat, un peu plus tardif ou même n'existera pas. Donc, il faut vraiment essayer de mettre en place une vision des choses pour avoir cette vision claire des choses, savoir où l'on va. Et puis donc, il faut une revue des contrats. Je parlais des accords de financement, ce ne sont pas les seuls. Il faut une revue de tous les contrats
et avec un impact immédiat des mesures de sanctions qui peuvent arriver. Et nous, à chaque paquet de sanctions, eh bien, il y avait cette revue de contrat qui était faite de facto parce qu'il fallait s'assurer qu'aucune mesure des éléments de sanctions ne pouvait nous impacter. Et puis, il faut évidemment communiquer avec les marchés. C'est extrêmement important parce que le faire, c'est bien, le faire savoir, c'est encore mieux. Parce qu'il faut aussi rassurer les marchés qui sont en attente des réactions des entreprises. Et il faut penser toujours, ce feedback est extrêmement important. Et ça, c'est vraiment le maître mot également, la communication vis-à-vis des tiers. Camille, le rôle de l'avocat dans ces cas-là, quand vous conseillez un grand groupe qui est face à ce type de situation? Je pense que c'est d'être présent à toutes les étapes de la checklist que Jean-Yves vient d'évoquer. D'abord, l'entreprise a une perception beaucoup plus immédiate de ses risques, que ce soit sur des risques d'abord humains, risques de personnel, risques de sécurité, avec des contacts. Il y a des responsables de sécurité dans les très grands groupes qui connaissent très très bien de ces questions, qui sont capables de collecter rapidement de l'information pour savoir comment on peut déjà mettre en sécurité les personnels. Et surtout sur le plan juridique, vous avez évidemment deux sujets essentiellement. Le premier sujet, c'est celui de la bonne connaissance par l'entreprise et ses organes de gouvernance de ce qui se passe. Parce qu'il faut que les entreprises soient en mesure de réagir et il faut que ces organes de gouvernance soient en mesure de prendre les bonnes décisions et d'examiner ce qui se passe. Donc ça, il y a un sujet de gouvernance. Après, vous avez nécessairement un sujet de cartographie du risque opérationnel, du risque juridique. Est-ce que cette crise met fin à tel contrat, à tel contrat? Est-ce que j'ai intérêt, face à un tel train de sanctions, de mettre fin à telle activité, tel contrat? Et quels sont les risques judiciaires qui pourraient être associés à cela? Donc, analyse des contrats, analyse des éventuelles trajectoires judiciaires sur ces sujets. Et puis après, il y a la question de la communication financière, la question de la parole au marché, des conséquences que cela peut avoir, et l'anticipation aussi, si l'entreprise a décidé dans une situation, par exemple, de crise, liée à des sanctions, il y a des mesures d'embargo, de prendre des positions qui sont peut-être plus prudentes, comme on le soulignait tout à l'heure, qui sont anticipées et qui sont préférables pour l'entreprise, ce que je respecte, alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Il y aura des réactions de l'autre côté, parce qu'il peut y avoir de temps en temps des interprétations divergentes sur des textes. Et là, on évoque un droit stable qui serait par exemple le droit des sanctions européens. Mais il y a parfois un décalage entre les sanctions européennes et les sanctions d'autres pays. Or, moi, entreprise, je peux être en réalité touché par les deux. Bien sûr. Donc, est-ce que je dois faire prévaloir les premières par rapport aux deuxièmes? Et même sur ces questions-là, notamment c'est le cas des États-Unis et des sanctions américaines, la Cour de justice a été souvent très pragmatique. La Cour de justice des communautés européennes a souvent été assez pragmatique et assez respectueuse pour les entreprises européennes des sanctions qui étaient prises par les États-Unis en disant, voilà, vous avez le droit, à cause de sanctions qui seraient américaines, de terminer par exemple des relations avec un certain nombre de protagonistes, même si les sanctions européennes ne vous imposent pas de le faire. Ça veut bien dire que, voilà, il y a des lectures assez complexes, assez sophistiquées, et la Cour de justice comprend le fonctionnement du droit international et des sanctions internationales. Donc voilà, c'est toute cette cartographie, tout ce calcul des trajectoires, de préparation des éventuels contentieux. Ça peut être parfois des actions judiciaires des référés. Parfois, on est obligé de mettre en œuvre une procédure rapide pour mettre fin à un contrat, pour suspendre l'exécution d'un contrat, etc. Donc, il y a tout un travail qui va se faire, et ce sont des moments d'une très grande intensité, où on s'installe quasiment au sein de l'entreprise pour pouvoir voilà, répondre à toutes ces questions, parce que les premiers jours sont les plus critiques. Sont les plus critiques. Les plus critiques. Carmen, il y a une autre question qui est importante au-delà de ces questions juridiques. Il y a la question de l'évaluation des tiers, puisque dans ce type de situation, on ne peut pas forcément avoir recours aux mêmes prestataires. On va avoir recours à d'autres prestataires. Il faut aller vite. Et malgré tout, il faut pouvoir évaluer ces tiers convenablement. Alors, comment fait-on? Oui, c'est vrai qu'avec les risques géopolitiques, la supply chain, elle est impactée. Elle passe d'un business model où il y a l'optimisation des coûts et d'avoir le moins de stocks possible. Et on passe à une logique qu'il faut pouvoir encasser les chocs et pouvoir avoir un stock déjà extra, avoir des duplications des fournisseurs, pas un seul fournisseur. Donc, la question que se pose, effectivement, c'est l'évaluation des tiers. Et pour moi, le maître mot, c'est l'anticipation. Je pense que la société, si c'est possible, peut commencer à créer un vivier des tiers et les évaluer
pour pouvoir les activer rapidement en cas de crise. Donc pour moi, c'est l'anticipation et l'évaluation, parce que l'urgence existe, mais ça ne diminue les obligations ni les risques. Donc il faut les faire en urgence et l'anticipation, c'est la meilleure Anticiper, c'est le maître mot. Absolument. Jean-Yves, comment on fait véritablement pour arbitrer entre conformité et continuité d'activité, responsabilité sociale, quand on est dans un environnement instable, quand on a une crise ukrainienne qui dure, une crise au Moyen-Orient aussi qui dure, et malgré tout, il faut continuer, il faut que le business y vive, il faut aussi, comme vous l'avez rappelé, protéger les salariés. Vous avez raison, c'est très très compliqué de prendre ce type de décision. Par contre, il y a une décision facile à prendre, c'est qu'on ne transige pas avec l'ordre public. Donc à partir du moment où la continuité de l'activité n'est pas possible, la question ne se pose pas. Donc voilà, ça il faut être extrêmement clair là-dessus. On évoquait tout à l'heure l'histoire de ce cimentier, avec certainement des questions qui ont été posées à ce moment-là, ils se sont posées exactement la même question. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce cimentier aurait peut-être dû régler de façon différente, sans vouloir porter de jugement de valeur, mais voilà, de facto. Donc, anticiper, c'est le maître mot. C'est ce que disait Carmen. L'aspect fournisseur est extrêmement important. Être dépendant pour une entreprise, c'est se mettre vraiment en danger. Donc, anticiper sur les fournisseurs, anticiper aussi sur les clients. Ça semble curieux, mais oui, parce que certains débouchés sont liés à certains clients. Donc, il faut savoir anticiper aussi sur le débouché des produits. Quant à la continuité de l'activité, se pose aussi une question fondamentale que soulevait Camille tout à l'heure, c'est la responsabilité sociétale aussi de l'entreprise. Est-il envisageable pour une entreprise de continuer l'activité, même si, et j'ai totalement conscience de ce point, même si c'est légalement possible, même si on peut le faire, même s'il y a par exemple un vide juridique, mais assumé par les pouvoirs publics, pour continuer certaines activités. On peut aussi se poser la question légitimement de savoir si on veut rester dans cette activité, si on veut rester dans ce pays-là, parce que il y a pas forcément que des risques de sanctions internationales, mais il peut aussi y avoir des environnements extrêmement toxiques, extrêmement dangereux sur certains pays. Et donc, parfois, il vaut mieux sortir du pays et ne pas prendre de risques. Et là, c'est effectivement la vision tempérée, mais bien tempérée, de la compréhension des sanctions internationales. On va conclure là-dessus cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Lex Inside, le grand débat. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.